Si Anne de Bretagne n'était pas la femme victime de son destin qu'on nous présente souvent. Dans une vidéo précédente, je vous parlais de son mariage avec Maximilien d'Autriche, un mariage par procuration, car Maximilien ne s'est pas déplacé jusqu'en Bretagne et Anne ne voulait pas prendre le risque de quitter son duché. En effet, à ce moment, Charles VIII, roi de France, possédait presque entièrement la Bretagne, fort la ville de Rennes et la fille qui était dedans, écrit Comines. La fille, c'est Anne, trahie par bon nombre de seigneurs bretons qui se rangent du côté des Français, privés de ressources financières, isolés derrière les remparts de Rennes assiégés par Charles VIII. Ajoutons que Maximilien et le roi d'Angleterre ne tiennent pas leurs engagements de la soutenir militairement. À l'intérieur de la ville cernée, la famine menace. Les troupes mercenaires qu'Anne ne peut plus payer rançonnent la population, pillent, et il ne fait pas bon être une jeune femme dans les rues. Mais Anne refuse de capituler. Elle vend ses bijoux et sa vaisselle précieuse pour payer les soldats. Cela ne suffira pas. Chez les Français, Charles VIII libère son cousin Louis d'Orléans qu'il maintenait en prison depuis la bataille de Saint-Aubin-du-Cormier. Louis s'était allié au père d'Anne de Bretagne et il avait vaillamment mené les troupes au combat contre le roi. C'est là qu'il avait été fait prisonnier. Charles VIII se réconcilie avec lui et l'envoie négocier à Rennes. Anne le connaît bien depuis son enfance puisqu'il fréquentait la cour ducale de Nantes. Est-ce qu'elle en était amoureuse ? Peut-être comme peut l'être une petite fille devant un grand beau jeune homme, rebelle, fougueux, charmant, premier prince du sang. On avait envisagé de les marier, mais son père l'avait fiancée à tant de princes en échange d'un soutien militaire que ce n'était nullement un engagement. En tout cas, c'est lui que Charles VIII missionne pour amadouer la petite duchesse obstinée. C'est ce trait de caractère qui a surpris les cours européennes. On s'attendait à ce qu'à la mort de son père, la France ne fasse qu'une bouchée de la gamine de 11 ans. Oui, mais c'est Anne, et elle a juré à son père mourant de ne jamais soumettre le duché à la France. Elle n'a peut-être qu'un quart de sang breton, mais elle est certainement têtue comme une bretonne. Alors, quand Charles VIII lui propose de la laisser librement rejoindre Maximilien en Allemagne, de lui verser 100 000 francs pour les frais de voyage, elle refuse catégoriquement. Elle n'abandonnera pas ses terres à la merci du Français. Quand il lui propose de rester en Bretagne et d'épouser un seigneur français de son choix, elle répond sur un ton offensé qu'elle est mariée avec Maximilien de Habsbourg, qu'à ce titre, elle est reine des Romains et qu'il est hors de question qu'elle épouse moins qu'un roi ou fils de roi. Alors, Charles VIII n'a pas le choix, il doit se proposer, lui en personne. Elle deviendrait reine de France. Là, ça mérite réflexion. Reine de France, c'est autre chose qu'une union avec un roi autrichien qui ne s'est pas donné la peine de se déplacer et a envoyé son favori, Wolfgang von Polheim, un homme qui, lorsqu'il avait été fait prisonnier par les Français, avait été échangé contre des chiens. C'est lui, Wolfgang de Polheim, qui est venu à Rennes faire cette parodie de nuit de noces avec sa jambe dénudée glissée dans le lit nuptial et qui a été la risée de toutes les cours européennes. Appelle-t-on mari un homme qui n'envoie pas de soldats pour défendre sa femme quand elle est assiégée depuis 1 an ? Mais Anne est pieuse, élevée dans le respect de la foi catholique, et le mariage a un sens pour elle, dit-elle. De plus, Charles VIII est son ennemi depuis des années, et il n'est même pas beau. Un freluquet sans éducation qui sait à peine lire et n'a aucune notion de latin. Non, vraiment. Alors, comment s'y est pris Louis d'Orléans pour la convaincre ? On ne sait pas, c'est leur secret. En tout cas, Anne accepte de rencontrer Charles dans la chapelle Notre-Dame de Bonne-Nouvelle, à l'extérieur de la ville close, l'actuel couvent des Jacobins ou centre des congrès de la place Sainte-Anne. Il paraît qu'il en sort assez déçu par le physique de la jeune fille, mais le duché de Bretagne, lui, est séduisant. Un traité de paix est signé entre la Bretagne et la France. Le bruit a couru que Charles aurait usé de force physique pour consommer ce que Maximilien n'avait pas consommé et qu'Anne n'avait plus le choix que de l'épouser. Pourquoi pas ? Le rapt des héritières était une pratique assez courante. Mais Anne n'avait-elle pas trop de fierté pour plier devant des méthodes de soudard ? Cela dit, elle a accepté de marcher quelques pas totalement nue devant 4 émissaires du roi pour attester de sa bonne capacité à donner des héritiers à la couronne. Donc sa fierté avait ses failles. Mais Louis d'Orléans faisait partie des examinateurs et sa présence la rassurait. Puis Anne a quitté Rennes, discrètement mais sous escorte, pour rejoindre tout aussi discrètement le roi au château de Langeais, où le mariage a été célébré sans apparat. Il est vrai qu'officiellement, les 2 époux étaient déjà mariés, Anne avec Maximilien d'Autriche et Charles avec Marguerite d'Autriche, la fille de Maximilien. Ça, ce n'est pas grave, il suffit de demander une dispense au pape qui l'accordera si on y met le prix. Mais comment Anne a-t-elle pu accepter les termes du contrat de mariage ? Elle y cède pour toujours, irrévocablement, tous ses droits sur la Bretagne à Charles et à ses successeurs, rois de France. Si elle meurt sans avoir donné d'héritier au roi, il reste pleinement possesseur du duché. Bien sûr, la situation politique et économique de la Bretagne était désastreuse. Il n'y avait pas d'autre solution pour elle que de se sacrifier. Mais si elle voulait tenir la promesse à son père et respecter sa fière devise « Non mudera », je ne changerai pas, il lui restait le couvent. En matière de sacrifice, devenir reine de France, convenons qu'il y a pire.
Alors qu'a dit Louis d'Orléans pour qu'elle accepte d'épouser Charles? Et qui a négocié qu'on inscrive au contrat une clause de donation mutuelle au dernier vivant? Anne retrouverait alors pleinement ses droits sur le duché si Charles mourait le premier sans descendance. Et qui a fait ajouter que dans ce cas, la dite dame ne convolera à autre noces, fort avec le roi futur, donc Louis d'Orléans. On a pris la précaution d'ajouter « s'il lui plaît et faire se peut », on ne sait jamais. Si ce n'était plus Louis l'héritier de la couronne le moment venu, ou s'il ne pouvait pas se libérer de son épouse, Jeanne de France. Évidemment, tout le monde est convaincu qu'Anne mourra la première. C'est dans l'ordre des choses, les femmes meurent beaucoup en couches. Donc, Charles signe. Il a gagné, il a acquis légitimement la couronne de Bretagne. Anne est sacrée reine de France à Saint-Denis, cette fois avec tout le luxe qui convient. Anne est bien jeune et bien frêle dans cette grande basilique, mais elle sent dans son dos la chaleur rassurante de Louis d'Orléans, qui porte la couronne, trop lourde, au-dessus de sa tête. Louis, toujours là pour la protéger. Mais objectivement, si on lit le contrat de mariage du point de vue d'Anne et de Louis, ce ne serait pas plus mal qu'il meure sans héritier, le gringalet. Connaissant son peu de robustesse physique et ses envies de jouer au chevalier arthurien à Jérusalem, le pari est raisonnable. Eh bien, 6 ans plus tard, le 7 avril 1498, Charles VIII meurt sans héritier, en se cognant la tête dans une porte basse du château d'Amboise. Anne est éplorée. Elle refuse de se nourrir, reste prostrée dans un coin de sa chambre, se tord les mains, veut suivre Charles dans la mort. Moins de 48 heures plus tard, le 9 avril 1498, elle reprend son titre conformément au contrat de mariage, rétablit la chancellerie de Bretagne, nomme des Bretons au poste que Charles avait attribué à des Français, tout ce que Charles avait débretonisé, elle le rebretonise. Elle rattrape le temps perdu, envoie des courriers dans toute la France et surtout en Bretagne, à Rennes et dans les diocèses, donne ses ordres, affirme sa liberté retrouvée. Contrairement à la tradition française du deuil en blanc, elle affiche de porter le deuil en noir, parce que c'est comme ça qu'on fait en Bretagne, et puis c'est tout. Finalement, sa devise devrait être « qui qu'en grogne », comme dans ses démêlés avec les Malouins. Elle revoit rapidement Louis, devenu Louis XII, le charge d'organiser les obsèques et s'en va. Après un séjour à Paris, elle retourne dans son château de Nantes, dirige, ordonne, s'entoure d'une équipe d'hommes efficaces. 9 mois plus tard, délai incompressible, Louis ayant obtenu l'annulation de son mariage, il la rejoint à Nantes et ils se marient. Elle redevient reine de France jusqu'à sa mort. Et ils eurent beaucoup d'enfants qui n'ont pas tous survécu. Mais c'est une autre histoire.